Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue à notre événement Sexualité. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter une joyeuse Saint-Valentin à tous. Merci d'être là. Donc, je me présente, je m'appelle Gaëlle, je suis accompagnatrice pour Bistro Brain et je serai votre animatrice pour la soirée. Donc, pour ceux qui sont jamais venus à un de nos événements, Bistro Brain, en fait, c'est un organisme à but non lucratif de vulgarisation scientifique qui a été fondé en 2017. Puis notre mission, c'est de diffuser la science à travers le plaisir. On va avoir ce soir 4 présentations d'une durée de 12 minutes chacune. Et ce soir, on a un événement entièrement féminin. Donc, on a 4 présentatrices. Donc, on fait des événements à Sherbrooke, mais aussi à Montréal et à Trois-Rivières. On offre aussi des formations en vulgarisation scientifique, puis on a un podcast, La tête à Papineau, si ça vous intéresse, vous irez voir ça, c'est vraiment le fun. Ce soir, on a Maude qui se trouve juste ici à l'avant, qui va filmer, en fait, pour faire une vidéo promotionnelle pour Bistro Brain. Vous inquiétez pas, ça va tout être comme des plans de loin. On vous filmera pas de proche, à moins que vous nous ayez dit qu'on avait le droit. Si vous avez vraiment un problème avec ça, juste allez voir Maude si vous voulez vraiment pas être filmé ce soir. Donc, on a un quiz à la fin avec des super beaux prix, donc je vous invite à être attentifs pendant nos présentations. Je voudrais commencer, en fait, en remerciant nos commanditaires. Donc, les soirées de Bistro Brain ne seraient pas possibles sans nos commanditaires financiers. Donc, ce soir, je voudrais dire merci au vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures de l'Université de Sherbrooke, à la GEG, à la FIRST, au SAREUS, au REMDUS, à la GES, au Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke et à Eros et compagnie. On a aussi des collaborateurs pour la soirée qui sont donc le Labo Nous. On est dans notre 2e collaboration avec eux, donc on a collaboré, oui. On peut les applaudir, effectivement. Donc, on a collaboré avec le Labo Nous pour l'événement Sexualité de l'année dernière et cette collaboration est de retour, finalement. On collabore aussi avec l'équipe Scoop et le Cripcast. Donc, ce sont nos commanditaires et collaborateurs pour la soirée. Mais finalement, nos événements ne seraient pas possibles sans argent et sans collaborateurs. Donc, on vous invite à faire des dons. À l'entrée, on a un pot pour les dons si ça vous intéresse de nous soutenir dans notre mission. Puis, avant de commencer les présentations, j'inviterai Audrey Brassard à venir nous parler au nom de nos collaborateurs de la soirée. Bonjour. Merci d'être ici. On est vraiment excités. Donc, je suis Audrey Brassard. Je suis la directrice, je suis professeure titulaire au département de psychologie de l'Université de Sherbrooke et directrice du laboratoire Nous, le laboratoire de recherche sur le couple et la sexualité. On est vraiment très enchantés et excités d'être ici avec vous ce soir. Donc, nous faisons annuellement beaucoup de recherches avec les personnes étudiantes de 1er, de 3e cycle en psychologie. Et aujourd'hui, moi et 3 représentantes du laboratoire allons vous faire des présentations. Mais je voulais aussi remercier notre équipe Scoop, qui est l'équipe de recherche sexualité et couple, qui est financée par le Fonds de recherche du Québec Société Culture, ainsi que le CRIPCAS, le Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles, qui est aussi financé par les Fonds de recherche du Québec et qui nous soutient beaucoup financièrement et logistiquement dans la réalisation de nos recherches. Je voulais aussi glisser un tout petit mot, mais une de mes représentantes va vous en parler tout à l'heure, de notre nouvelle initiative aussi de vulgarisation scientifique, qui est le compte Instagram Lions-nous, sur lequel est diffusé beaucoup d'informations vulgarisées sur des concepts de couple, de sexualité ou de relations d'amitié aussi. Donc, c'est vraiment une belle source d'informations juste et appuyée scientifiquement. Alors, merci de nous accueillir ce soir. Donc, merci beaucoup. Sans plus attendre, j'accueillerai notre première présentatrice, Audrey-Anne Lefebvre, qui est étudiante au doctorat en psychologie clinique adulte à l'Université de Sherbrooke. Elle est d'ailleurs cofondatrice du projet de vulgarisation Lions-nous sur Instagram, dont Audrey vient de vous parler. Et elle vient nous expliquer un peu le rôle du sexting dans les relations ce soir. Je lui laisse la parole. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, parfait. Donc, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui parce qu'on a plusieurs belles présentations pour vous. Et on va commencer en parlant du sexting.
C'est quoi le sexting? Eh bien, ça consiste à envoyer du contenu sexuellement explicite à une autre personne, que ce soit par des messages textes, qu'on appelle aussi des sextos. Ça peut être aussi en envoyant des photos, comme des nudes, ou en envoyant des vidéos. Le sexting, ça comprend aussi le cybersexe. Ça, c'est le fait d'avoir un échange en direct, en vidéo, avec une autre personne avec qui on échange du contenu sexuellement explicite. Donc, j'aimerais commencer en vous posant une petite question. Donc, à main levée, qui ici pense que le sexting, eh bien, ça peut être bon pour la vie sexuelle? Beaucoup de monde disent que oui. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui pourraient dire que ben, le sexting, c'est peut-être mauvais pour la vie sexuelle? Okay. Je vois que les réponses sont plutôt mitigées, mais qu'il y a une majorité de personnes qui disent que c'est bon. Eh bien, ce soir, j'ai un petit scoop pour vous. Vous aviez tous une partie de la réponse. On va voir que la réponse, c'est pas tout noir ni tout blanc, mais c'est plus comme 50 nuances de gris. Donc, on sait tous que la pratique du sexting, c'est très populaire chez les jeunes adultes. Alors, je peux m'imaginer que plusieurs personnes d'entre vous l'ont déjà pratiqué dans le passé. Mais est-ce que vous vous êtes déjà arrêté à savoir pourquoi vous sextez? Donc, avez-vous déjà réfléchi aux raisons qui vous poussent à sexter une autre personne? Les raisons, elles sont multiples. Ça peut être, par exemple, pour initier une relation sexuelle. Ça peut être aussi pour flirter. Ou simplement, vous répondez quand vous en recevez un, sexto. On peut catégoriser les raisons à sexter dans deux types de motivations sexuelles. Quand je vais parler de motivation sexuelle, je vais faire référence aux raisons qui poussent une personne à sexter. Donc, la première motivation, c'est les motivations d'approche. Ça, c'est quand une personne va sexter pour obtenir quelque chose de positif. Alors, une personne avec une motivation d'approche peut sexter pour exprimer son désir, par exemple en envoyant un texto qui dit « J'ai envie de toi, j'ai hâte de te voir ce soir ». Une autre raison pourrait être de susciter le désir ou l'excitation, par exemple en envoyant une photo coquine à son ou sa partenaire, avec son consentement bien sûr. Ça peut être aussi pour initier une relation sexuelle. Alors, on pourrait voir une personne qui envoie un texto qui dit lors de notre prochaine date, ça serait le fun qu'on fasse la pratique sexuelle que tu aimes tant. Une autre raison, ça pourrait être de sexter pour éprouver du plaisir. Donc, quand une personne sexe, elle aime ça, donc elle le fait pour cette raison-là. Une personne qui a une motivation d'approche peut aussi sexter pour se rapprocher, se sentir connecté à l'autre personne. Et une dernière raison, ça serait de chercher une sensation de nouveauté. Alors, essayer de mettre un peu de piquant dans la vie sexuelle. Ensuite, on a les motivations d'évitement. Ça, c'est quand une personne va chercher à, dans le fond, elle va sexter pour éviter des conséquences négatives. Par exemple, maintenir l'intérêt de l'autre personne. Donc, on pourrait voir une personne qui a cette motivation-là sexter parce qu'elle a remarqué que récemment, son partenaire prend ses distances, donc est plus de son côté. Donc, ça se peut qu'elle se mette à sexter pour éviter de perdre l'intérêt de l'autre personne. On peut... Je sais pas si je sais pas, je suis cadrée, mais bon. Ça peut être aussi pour répondre aux demandes. Donc, on voit à l'écran que ça peut être, dans le fond, une personne peut nous demander d'avoir une photo coquine. Alors, la personne, ça se peut qu'elle réponde parce qu'elle se sent obligée ou parce qu'elle ne veut pas perdre l'autre personne. Une autre raison, ça serait aussi de sexter pour éviter la désapprobation ou le rejet de personnes significatives, que ce soit des amis ou son partenaire. Ça peut être une personne qui voit dans son entourage que beaucoup de personnes sexent. Elle est peut-être un peu moins à l'aise, mais elle va le faire parce qu'elle ne veut pas se faire mettre de côté ou se faire moquer d'elle. Une autre raison pourrait être pour minimiser les émotions désagréables comme le stress, la solitude ou même la tristesse. Parce qu'on sait que plusieurs personnes peuvent sexter pour, dans le fond, minimiser des émotions désagréables, donc pour s'apaiser. La sexualité, parfois, ça a cette fonction-là. Et une dernière raison, ça serait pour éviter le conflit. Prenons l'exemple d'une personne qui travaille, qui reçoit des sextos de son partenaire. Ça se peut qu'elle se dise « Ah, ben je vais répondre parce que ça ne me tente pas que ce soir, en arrivant à la maison, on me demande pourquoi je n'ai pas répondu et que ça mène à un conflit.
alors la personne va peut-être simplement répondre pour pas qu'un conflit soit généré. Alors, on peut se demander si une personne qui sexe pour des motivations d'approche rapporte avoir la même satisfaction sexuelle qu'une personne qui a des motivations d'évitement. Il faut d'abord savoir que la satisfaction sexuelle, c'est quelque chose de très subjectif et ça dépend de l'évaluation qu'une personne va faire des aspects à la fois positifs et négatifs d'une relation sexuelle. On va souvent parler de satisfaction sexuelle quand on veut évaluer à quel point une personne dit avoir une bonne ou une moins bonne vie sexuelle. Donc, avec mon équipe, on a voulu savoir si un des types de motivation sexuelle que je viens de vous parler était lié à une meilleure satisfaction sexuelle chez les jeunes adultes. Donc, on a sondé deux échantillons différents. Le premier était composé de 422 jeunes adultes en relation de couple et le deuxième échantillon était composé de 142 couples hétérosexuels et tous les participants étaient âgés entre 18 et 29 ans. Donc, aujourd'hui, on va prendre le cas fictif de Jonathan et Sophie. Donc, tous les deux, ils forment un couple et, dans le fond, en répondant au questionnaire, on voit que Sophie, elle a plus tendance à sexter pour des motivations d'approche, alors que Jonathan, lui, il a plus tendance à sexter pour des motivations d'évitement. Donc, tous les deux, ils vont décider de participer à notre étude. Il y a eu plusieurs constats et le premier, on va regarder qu'est-ce qui se passe lorsque Sophie sexe pour des motivations d'approche. Lorsqu'elle sexe pour ces motivations-là, eh bien, elle dit être plus satisfaite de sa vie sexuelle. Donc, c'est possible que Sophie, quand elle sexe pour se rapprocher de Jonathan, parce qu'elle veut mettre de la nouveauté dans son couple et parce qu'elle aime ça, c'est possible que, dans le fond, ils prennent du plaisir, elles vivent des expériences sexuelles qui sont positives et ça va nourrir sa satisfaction sexuelle. Ensuite, quand on regarde du côté de Jonathan, en fait, lorsque Jonathan il sexe pour des motivations d'évitement, eh bien, il dit être moins satisfait de sa vie sexuelle. Donc, quand Jonathan il se sent obligé de répondre au sexto de Sophie pour éviter de la perdre ou pour minimiser des émotions désagréables chez lui, bien, ça se peut que ça l'emmène, Jonathan, à vivre des émotions qui sont désagréables. Ça ne sera pas nécessairement le fun pour lui de sexter, alors ça va nuire à sa satisfaction sexuelle. On peut ensuite se demander qu'est-ce qui se passe si Jonathan ou Sophie sextent plus fréquemment. Donc, on va regarder ça ensemble, mais on va un petit peu mettre de côté les motivations qu'on vient de voir. On va commencer à regarder qu'est-ce qui se passe quand Jonathan, il sexe plus souvent. Alors, quand il envoie des sextos, des nudes à Sophie, quand il se met tout beau, tout sexy pour lui plaire. Alors, quand Jonathan, il sexe plus fréquemment, eh bien, il dit être plus satisfait de sa vie sexuelle. Comment on peut comprendre ça? C'est que ça se peut que le sexting soit une façon pour Jonathan de se rapprocher de Sophie, que ce soit un moyen pour lui de vivre quelque chose de nouveau dans son couple, alors ça va être le fun de sexter. Fait qu'il va le faire plus souvent et ça va nourrir sa satisfaction sexuelle. Ensuite, on va regarder qu'est-ce qui se passe quand c'est Sophie qui sexe plus fréquemment. Donc, Sophie, on va voir que sa fréquence, ça ne joue pas un rôle dans sa propre satisfaction sexuelle, mais ça jouerait plutôt un rôle dans la satisfaction sexuelle de Jonathan. Donc, plus concrètement, lorsque Sophie sexe plus fréquemment, eh bien, Jonathan, il dit être moins satisfait de sa vie sexuelle. C'est un résultat qui peut apparaître quand même surprenant pour nous aussi au départ, mais on a une piste d'explication. Donc, ça se peut que quand Sophie sexe plus fréquemment, eh bien que Jonathan, lui, il sente une pression de répondre. Donc, il se sent obligé. On sait, grâce au questionnaire de Jonathan, qu'il s'identifie au genre masculin. Alors, ça se peut qu'il ait à l'intérieur de lui des attentes liées à son genre, qu'il sente une pression qui doit répondre à ces stéréotypes-là, parce que, sans grande surprise, vous devez savoir que dans notre société, eh bien, il y a des stéréotypes ou des attentes qui sont liées à la sexualité des hommes, comme quoi les hommes devraient avoir une libido qui est plus importante. Donc, ça se peut que quand Sophie sexe plus souvent, eh bien que Jonathan, il se sente obligé de répondre à ces attentes-là, d'avoir une plus grande libido. Alors, ça l'emmène à ne pas se sentir à l'aise dans la pratique du sexting. C'est pas le fun pour lui, alors ça va nuire à sa satisfaction sexuelle.
Donc, pour revenir à la question du départ, est-ce que le sexting, c'est bon pour ma vie sexuelle? Eh bien, ça va dépendre des raisons qui emmènent une personne à sexter. On a vu que plus une personne sexe pour des motivations d'approche, elle rapporte avoir une meilleure satisfaction sexuelle. Alors qu'une personne qui a des motivations d'évitement, elle a plus tendance à rapporter une moindre satisfaction sexuelle. On a aussi vu que la fréquence plus élevée de sexting chez les hommes est liée à une meilleure satisfaction chez cet homme-là. On a aussi vu que lorsque la partenaire féminine d'un homme sexe plus fréquemment, eh bien, ça se peut que son partenaire se sente moins satisfait de sa vie sexuelle. Donc, la prochaine fois que vous allez envoyer un sexto, je vous invite à réfléchir aux raisons qui vous motivent à sexter. Ça se peut que vous découvriez des pratiques avec lesquelles vous êtes plus à l'aise, que vous aimez plus. Et si vous vous dites que vous sextez parce que vous aimez ça, eh bien, c'est sûrement signe que c'est parce que c'est bon pour votre vie sexuelle. Merci. J'ai une petite question. Ben merci, c'est super intéressant. Je me demandais, est-ce que, puis peut-être que c'est pas quelque chose que vous avez regardé, mais est-ce qu'il y avait l'aspect que des fois, peut-être pour les femmes, il y a plus de motivation d'évitement ou comme on va avoir plus tendance à répondre pour pas déplaire aussi, mais que dans le fond, on est habitué de faire ça, fait que ça affecte moins notre satisfaction sexuelle, comme si c'est plus normalisé pour la femme? C'est une très bonne question. Dans les résultats, ça n'a pas ressorti comme ça parce que je vous ai simplifié un petit peu mon modèle d'analyse que j'ai fait parce que j'avais beaucoup plus de variables à l'intérieur. Fait que je pense que ça serait une bonne question de recherche pour les études futures, mais c'est pas quelque chose qui a ressorti. Mais ce que tu dis fait vraiment du sens. J'ai oublié de répéter la question, je pense. Ah, parfait, c'est bon. Génial. Okay. Fait que je sais pas si ça répond, mais oui, ça pourrait... l'effet de l'explication que je viens de nommer pour les hommes pourrait aussi être pour les femmes, mais malheureusement, ça n'a pas ressorti dans les analyses. Super, merci. Merci. Dans le fond, tu as parlé de la dynamique, quelqu'un qui sexe, puis l'autre se sent obligé de répondre, fait que son plaisir descend. Oui. Qu'en est-il, admettons, de si quelqu'un aborde son sexe, puis l'autre personne ne réciproque pas, est-ce que l'autre personne va se sentir comme diminuée? C'est une très bonne question. Dans notre étude, on n'a pas évalué ça de qu'est-ce qui se passe quand une personne ne répond pas. On a plus évalué comme les motivations de la personne, mais pas qu'est-ce qui se passe quand je sexe, j'ai pas de réponse. Mais je pense que c'est une très bonne question que je pense aussi que les études sur le sexting, c'est quand même nouveau. C'est comme ça commence à être en émergence. Ça serait vraiment intéressant. Mais vite comme ça, je dirais que oui, ça aurait un effet, mais on ne l'a pas étudié malheureusement. C'est bon, merci. Merci, Virginie. Je peux parler de mon... Donc, je suis la déléguée pour vous parler de l'initiative de vulgarisation scientifique que j'ai démarrée avec ma collègue que vous allez voir tout à l'heure. Donc, si jamais vous aimez la vulgarisation, j'imagine que c'est le cas parce que vous êtes ici ce soir. Donc, voici un aperçu de notre page Instagram. Si jamais ça vous intéresse, on publie à chaque semaine des posts vulgarisés. Donc, vous pouvez rechercher labo, barre en bas, nous, si jamais vous voulez avoir plus de contenu vulgarisé sur les relations interpersonnelles. Merci Audrey-Anne, super belle présentation. On accueille maintenant notre deuxième présentatrice de la soirée, Noémie Beaulieu, qui détient un doctorat en psychologie clinique et qui est maintenant stagiaire postdoctorale en psychologie à l'Université de Sherbrooke, donc au sein du labo Nous, et qui vient nous parler de comment notre bagage nous suit jusque dans notre lit. Ah oui. C'est vrai, cette affaire-là. Donc,
Bonjour tout le monde, super content d'être avec vous. C'est la 2e année là, que je fais Bistro Brain, puis c'est vraiment un plaisir là, de pouvoir revenir jaser avec vous. Puis là, est-ce que je suis bien placée? Je suis bien placée. Parfait. Donc, pour commencer ma présentation, je vais vous inviter à imaginer que vous êtes à une première date avec une personne que vous venez de rencontrer. Vous êtes dans un bar, ça peut être au restaurant, dans un café, au parc, bref, vous décidez. Vous posez des questions à la personne, vous discutez avec elle, vous voulez apprendre à la connaître, voir si vous avez des points communs, si vous entendez bien. Puis est-ce que vous lui demandez si elle a vécu des traumas en enfance? Les répercussions que ça pourrait avoir sur votre vie de couple et votre sexualité? Ben, tu sais, des fois, on ne sait même pas qu'on a vécu des traumas. Ou on se dit, bah, ça fait longtemps, c'est passé. Puis c'est peut-être juste pas le sujet le plus sécuritaire à une première date. Mais tu sais, vous et moi, on n'est pas en première date, hein? Fait que c'est correct, on va pouvoir en parler. Quand je parle de trauma en enfance, je parle d'événements traumatiques interpersonnels. Donc, se sont passés dans des relations significatives, souvent dans la famille, avant l'âge de 18 ans. Ça peut inclure plusieurs choses. Donc, voir la violence entre nos parents, la négligence physique ou psychologique, tout ce qui est agression physique, psychologique et sexuelle. Il y a des études qui montrent que ce qui serait particulièrement dommageable, c'est le fait d'avoir vécu plusieurs types différents de traumas. Par exemple, avoir vécu de la négligence psychologique, puis des abus physiques et psychologiques en plus. Ça, on appelle ça des traumas cumulatifs. Puis la recherche montre qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu des traumas cumulatifs qui vont avoir plus de difficultés à l'âge adulte dans des contextes comme les relations amoureuses et la sexualité. Et ça peut s'expliquer entre autres parce qu'il y a des ressources personnelles qu'on peut appeler les capacités du soi que tout le monde développe à différents degrés dans la vie. Mais le développement de ces capacités-là peut être freiné par le fait qu'on vit des traumas. Il y a une partie des ressources qui concerne l'identité d'ailleurs. Donc, sur le plan identitaire, une personne pour qui ça s'est bien développé, donc, bref, généralement, elle n'a pas vécu de trauma, à l'âge adulte, cette personne-là va avoir un sentiment de se connaître, de savoir qui elle est. Elle a une image positive d'elle-même, puis une identité assez stable à travers les événements. On pourrait me prendre en exemple, d'ailleurs. Donc, je pourrais dire, je suis une personne, en tout cas, je considère que je suis une personne avec un bon sens de l'humour. Puis, puisque mon identité est assez stable, ben, je vais continuer à penser que je suis une bonne personne avec une bonne personne, mais une personne avec un bon sens de l'humour, et ça, même si vous ne riez pas à mes blagues ce soir, parce que c'est suffisamment stable. Mais bon, les personnes pour qui ça s'est moins bien développé, donc qui ont plus de difficultés, entre autres les personnes qui ont vécu des traumas en enfance, peuvent avoir ce qu'on appelle une identité confuse. Ça, c'est des personnes qui ont plus de difficultés à se comprendre. C'est plus difficile d'identifier leurs besoins, leurs envies. Puis, des fois, ils vont être mélangés par rapport à leurs pensées, émotions, par rapport à celles des autres, savoir c'est qui pense ça, est-ce que c'est vraiment moi. Fait que ça, c'est le genre de choses qu'on peut rencontrer. Il y a d'autres personnes que, sur le plan identitaire, c'est difficile, puis eux, ça se manifeste par la susceptibilité à l'influence. Donc, c'est les personnes qui vont accepter qu'est-ce que les autres disent sans poser de questions, ou qui vont faire tout ce que les autres disent de faire, sans se questionner, est-ce que ça me correspond vraiment, est-ce que ça me convient vraiment. Donc, bref, vous voyez que les traumas en enfance, ça peut avoir certains impacts sur des capacités de l'identité. Mais ça peut aussi avoir un impact sur la capacité des gens à développer des relations interpersonnelles positives, profondes, qui perdurent dans le temps. Puis, chez certaines personnes, les difficultés relationnelles, ça se manifeste sur ce que je vais appeler la vision noir et blanc. Donc, dans un contexte de couple, comment ça se manifeste? C'est le fait de changer d'opinion drastiquement par rapport à son partenaire amoureux. Donc, il y a des jours où la personne, on la voit comme toute blanche, parfaite, puis il y a des jours, en fonction des événements, qu'elle devient toute noire, voire monstrueuse. On pourrait penser, par exemple, à une personne que cette journée-là, ça va super bien dans son couple. Okay? Fait que son partenaire, là, il est merveilleux, il est attentionné, c'est un homme à marier, bref, l'homme de sa vie. Le lendemain, si son partenaire s'en va voir ses amis, sans avoir fait la vaisselle, alors qu'il avait dit qu'il ferait la vaisselle, ben c'est un écœurant qui la prend pour une femme de ménage. OK? C'est un exemple parmi d'autres, mais ça vous donne une idée de comment ça peut changer assez drastiquement. On sait aussi que les personnes qui ont vécu des traumas en enfance peuvent avoir un bien-être sexuel plus faible.
souvent, ça parle de satisfaction sexuelle générale. Donc, ça a été un peu mentionné tout à l'heure. Est-ce que ma sexualité est bonne, est positive, est précieuse, etc. Mais on n'en sait pas vraiment sur comment les gens perçoivent les échanges sexuels dans leur relation. Donc, comment ils perçoivent le ratio coût-bénéfice dans leur sexualité de couple, puis comment ça se compare à leurs attentes. Je m'explique. Les bénéfices, c'est des choses qui sont le fun. C'est des choses que c'est agréable, ça me fait plaisir de faire, c'est gratifiant. Les coûts, ben, ça me demande des efforts. C'est un effort mental, physique, ça m'occasionne de la douleur pas désirée ou des émotions négatives. Ben, tu sais, si on pense à une personne, là, que ce partenaire aime vraiment ça, se faire embrasser les pieds dans le contexte sexuel, OK? Mais pour une personne, embrasser les pieds, ça peut être un bénéfice parce qu'elle trouve ça donc sexy, les pieds. Mais une autre personne, embrasser les pieds de son partenaire, ça pourrait être un gros coup. Parce qu'il va le faire, mais il trouve que ça pue les pieds, puis ça ne l'intéresse pas. OK? Donc, c'est très personnel. Ça peut vraiment changer d'une personne à l'autre qu'est-ce qui représente un bénéfice et un coût. Mais je ne vous surprendrai pas que pour chaque personne, plus on perçoit de bénéfices, moins on perçoit de coûts. Donc, un bon ratio, on est généralement plus satisfait. Les gens ont souvent des attentes aussi par rapport à quel genre de bénéfices et de coûts ils devraient avoir dans leur relation. Donc, quand ils comparent la réalité, s'ils ont plus de bénéfices que leurs attentes, ils sont très contents. Puis si, au contraire, ben, il me semble qu'il y a pas mal de coûts, puis plus que j'aurais cru, ben, ça joue sur leur satisfaction. Mais un autre élément qui est très important, c'est l'égalité, donc dans les échanges. Est-ce que mes bénéfices et mes coûts sont comparables à ceux de mon partenaire? Est-ce que c'est juste une personne qui fait des efforts puis qui se fend en deux pour l'autre? Est-ce que c'est juste une personne qui se passe des affaires le fun puis que c'est ses besoins à lui qu'on s'occupe, le besoin à lui ou à elle? Bien, c'est ça l'idée. Quand on se compare, est-ce qu'on a l'impression que les deux, on est dans le même game et donc nos bénéfices et nos coûts sont relativement comparables? Plus c'est une perception d'égalité, plus on est content. Mais, comme je vous disais tantôt, on ne sait pas trop comment les gens qui ont vécu des traumas perçoivent les coûts, les bénéfices, puis l'égalité dans leur vie sexuelle. C'est ce qui m'amène à vous parler de notre étude. Puis là, je ne sais pas si c'est parce que je suis sur scène, mais j'ai l'impression que c'est vraiment écho quand je parle. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. OK, merveilleux. Ça doit être juste moi. Okay. Donc, notre étude, 143 couples de longue durée qui ont complété des questionnaires une fois par année sur Internet là, pendant 3 ans. La première année, ça faisait environ 9 ans et demi qu'ils étaient ensemble. Petite note, ce sont des couples de genre mixte, donc des hommes et des femmes. Malheureusement, on ne sait pas comment ça se passe dans les couples de la diversité sexuelle et de genre. Pour vous donner une idée, il y a 8 personnes sur 10 dans notre échantillon qui a dit avoir vécu au moins un type de trauma à au moins une occasion. Puis, le plus prévalent, c'était l'abus psychologique. Il y a 7 personnes sur 10 qui ont dit l'avoir vécu au moins une fois avant l'âge de 18 ans. Mais quand on considère ça, on peut se demander justement, ces couples-là, comment ça se traduit dans leur sexualité? J'ai essayé... Ah, ça, oubliez ça, c'est pas important cette note-là. Donc, je ne sais pas s'il y en a qui étaient là l'année dernière à Sexualité Bistro Brain. En tout cas, vous vous rappellerez peut-être de Martine et Jérôme. C'était un couple qui nous parlait des résultats de l'année dernière et ils sont de retour cette année. Donc, Martine et Jérôme, qui sont ici, on voit que, eh bien, ils ont une satisfaction sexuelle élevée, même s'ils ont vécu plusieurs traumas dans leur enfance. Même que nos données montrent qu'il n'y a pas de différence dans le niveau de satisfaction sexuelle en fonction de si on a vécu un trauma ou non, ou en fonction du nombre de types de traumas différents. Une bonne nouvelle, non? Mais qu'est-ce qui se passe si on rajoute les ressources personnelles ou les capacités du soi? Alors, commençons par Jérôme, qui est assez influençable. Puis lui, comment ça se manifeste? Bien, c'est qu'il est moins satisfait sexuellement et Martine est moins satisfaite sexuellement. Et Martine trouve que les bénéfices, c'est vraiment pas égal. Il y a clairement quelqu'un qui est privilégié dans leur relation. Mais peut-être qu'on peut comprendre ça que si Jérôme est susceptible à l'influence, bien, il va beaucoup répondre aux besoins de Martine en faisant fi des siens. C'est sûr que c'est le fun pour Martine, mais en même temps, elle doit le sentir qu'il est surtout privilégié puis pas trop savoir quoi faire pour répondre aux besoins de Jérôme, surtout s'il ne les nomme pas. Donc, le fait de sentir cette situation-là, ça peut nuire à leur bien-être sexuel à tous les deux. Mais Martine aussi, elle a vécu plusieurs traumas en enfance. Puis Martine, elle, ça se manifeste par une identité plus confuse. Et elle perçoit plus de coûts que de bénéfices dans sa sexualité.
Ben, tu sais, si Martine a de la difficulté à identifier ses besoins, puis que des fois, elle confond les besoins sexuels de Jérôme pour les siens, ça se peut que des fois, elle fasse des choses qui ne tentent pas vraiment. Ou qu'elle ait l'impression de tout le temps devoir faire des efforts dans sa sexualité. Mais dans ce contexte-là, Jérôme il a l'impression que les coups, ils sont égaux dans la relation. Donc, ça suggère que Jérôme, il voit les efforts que Martine a fait. Et donc, il ne se sent pas tout seul à faire des efforts. Puis, sentir qu'ils travaillent tous les deux pour avoir une sexualité satisfaisante, bien ça, c'est bon pour son bien-être sexuel. Mais Martine, elle voit aussi Jérôme en noir et blanc, parfois. Et ça, bien, c'est lié à une satisfaction plus grande chez Martine. Et Jérôme a beaucoup de bénéfices, même au-delà de ses attentes. Mais clairement, Jérôme voit que les bénéfices et les coûts ne sont pas équivalents dans la relation. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Bon, on peut supposer que Jérôme et Martine ont plus d'activités sexuelles quand Martine voit Jérôme en blanc. Donc, quand il est parfait, merveilleux et fantastique. Puis peut-être que le voir comme ça lui donne le goût vraiment de répondre aux besoins de Jérôme, de lui faire plaisir puis d'être attentive à lui. À ce moment-là, Jérôme va percevoir beaucoup de bénéfices, même au-delà de ses attentes. Mais peut-être qu'il sent le décalage, puis j'ai dit, ben ouais, j'en profite, mais il me semble que Martine a fait tous les efforts. Puis ça peut le faire sentir moins bien. Donc, c'était vraiment beaucoup de résultats. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Les gens qui ont vécu des traumas en enfance, puis leurs partenaires, est-ce qu'ils sont heureux au lit ou pas? Ben justement, c'est pas noir ou blanc. C'est plus compliqué que ça. Oui, c'est vrai, les traumas, c'est associé à des difficultés identitaires et relationnelles qui peuvent avoir des répercussions sur le bien-être sexuel. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que les personnes qui ont vécu des traumas sont malheureuses au lit. Il y en a qui sont même très satisfaites, comme Martine et Jérôme. Également, nos couples de notre étude, ils sont en relation depuis très longtemps, puis ils sont majoritairement très heureux. C'est sûr que ça ne représente pas toutes les personnes qui ont vécu des traumas en enfance, mais ça souligne vraiment qu'une relation amoureuse saine, positive, sécurisante, qui perdure dans le temps, ça peut être très réparateur pour une personne qui a un historique de trauma. Puis, apprendre à identifier ses besoins, ses envies, puis à les communiquer à son ou sa partenaire, puis apprendre à développer une vision plus nuancée et stable de notre partenaire, ce sont des choses qui se travaillent. Donc, si on voit une amélioration là-dessus, ça se peut que ça ait un effet positif sur notre sexualité. Donc, parler de nos difficultés, voire dévoiler notre trauma à notre partenaire, ça peut être une bonne chose, mais peut-être pas à la première date. Merci. Je suis curieux par rapport à ton échantillon. Là, tu nommais que les gens étaient en couple depuis 9 ans et demi. Puis c'est quoi la proportion? Je ne sais pas si tu connais en fait la proportion des gens qui ont des traumas à l'enfance. Est-ce qu'ils sont more likely to be en couple ou non? Là, dans le sens où, est-ce que le fait d'avoir pris des gens qui sont en couple depuis 9 ans, qui est quand même une longue durée de couple, là, ça a comme un impact sur... En fait, il y a comme un biais, là, pas un biais, là, mais... Ouais. Tu comprends ma question? Je suis un peu... Ben, écoute, je vais essayer de répondre. Tu me diras si je t'ai compris, OK? Ben, à la base, on a recruté des couples que ça faisait minimum 5 ans. Fait que déjà, on a un premier biais. Donc, on a déjà une présélection de certains couples. Puis, est-ce que à ce moment-là, on a moins de chances d'avoir des gens qui ont des traumas que si on avait pris des célibataires? C'est-tu un petit peu ça que je t'ai pas bien compris? Ouais. Ben, c'est comme l'inverse, en fait. Ma pensée, c'est les personnes qui ont des traumas à l'enfance, est-ce qu'ils ont moins de chances d'être en couple parce qu'ils ont des difficultés relationnelles, des difficultés être en couple? Fait que ce qui fait que ceux que vous avez eu dans votre étude, finalement, c'est des gens qui ont aussi plein d'autres facteurs de protection. Donc, c'est une super bonne hypothèse, puis une super bonne question aussi. Je vais être franche avec toi, je le sais pas. Je sais pas bien c'est quoi les estimer comme dans la population. Puis, est-ce que c'est comparable à qu'est-ce que nous, on a retrouvé? En même temps, le fait qu'il y a quand même 8 personnes sur 10 dans notre échantillon qui ont vécu des traumas, c'est déjà un signe qu'on en a trouvé plusieurs. Ça se pourrait. C'est une très bonne hypothèse de dire que leurs difficultés identitaires, relationnelles et autres pourraient mettre un frein à l'établissement d'une relation de ce genre-là. Mais malheureusement, je ne peux pas vraiment me prononcer parce que je ne sais pas
exactement là, comment on se compare au reste de la population. Mais très bonne hypothèse. Merci. Merci, Noémie. On va maintenant vous laisser souffler un peu, penser à tout ça. Donc, on a une pause de 10 minutes. On va revenir à 18h05. Rebonsoir tout le monde. La pause est maintenant terminée. Et il nous reste 2 magnifiques présentations à voir. Donc, la première présentation, j'inviterai sur scène Audrey Brassard, qui est psychologue et professeure titulaire en psychologie à l'Université de Sherbrooke. Elle vient nous parler de ses travaux de recherche qui portent sur les relations intimes, la sexualité, les conflits et la violence conjugale, puis qui, ce soir, vient plus particulièrement nous parler de comment la sexualité contribue au bonheur des nouveaux parents. Merci. Est-ce que je tiens mieux mon micro? Tantôt, mon micro, il était trop loin. C'est bon, OK. Alors, merci d'être ici avec nous ce soir. Je commencerai peut-être par une question. Est-ce qu'il y en a dans la salle qui veulent avoir des enfants plus tard? OK, ouais, quelques mains. Est-ce qu'il y en a qui ont des enfants en ce moment? Bravo. En voulez-vous d'autres? Non? Ah, j'ai entendu non. Parfait. Donc, je vous demande que vous vouliez des enfants ou non, pour un instant, de vous imaginer dans la peau des nouveaux parents d'un bébé de 4 mois. Alors, c'est quoi être parent d'un bébé de 4 mois? D'abord, préparez-vous à être fatigué. Ensuite, avoir plus de responsabilités. Un poids financier alourdi, hein, ça coûte cher des couches. Il y a beaucoup de nouveautés, de choses que vous allez faire pour la première fois de votre vie. Il y a aussi énormément d'incertitudes parce que malgré tous les livres que vous aurez lus, vous n'aurez pas toutes les informations. Et un bébé, ça change constamment. Vous avez habitué une petite routine, ben non, c'est plus comme ça. Ça demande aussi énormément de coopération entre les nouveaux parents. Et ça limite bien sûr le temps pour le couple et la sexualité. Donc, en gros, être parent d'un bébé de 4 mois, c'est stressant. Et compte tenu de l'augmentation du stress qui est associée à l'arrivée d'un enfant, bien, il y a plusieurs couples, mais pas tous, qui vont rapporter une diminution de leur satisfaction conjugale après l'arrivée d'un enfant. Puis c'est un peu normal parce que le couple va être soumis à une augmentation des demandes de ce qu'ils ont à faire. C'est le festival de l'opportunité de conflit. Lorsqu'on a un enfant, toutes les décisions sont possiblement des sources de conflit. Et bien, beaucoup de couples vont aussi rapporter une diminution de la fréquence des relations sexuelles, mais ce n'est pas tous les couples qui vont vivre ça. Alors, nous, on s'est un peu demandé comment les couples ils s'ajustent à cette nouvelle réalité-là. Mais surtout, c'est qui, ça, les parents qui réussissent à rester heureux de leur satisfaction conjugale après l'arrivée d'un bébé? Et comment font-ils? Alors, pour nous aider à comprendre, on va s'inspirer d'un modèle que moi j'adore, qui est le modèle en 3 parties de l'attachement. Alors, je vous présente René et Claude, qui sont les nouveaux parents de Minnie. René et Claude, dans le fond, qu'est-ce qui pourrait former leur satisfaction? Bon, on pense que c'est l'interaction des 3 systèmes que je vais vous présenter ici. Donc, d'abord, il y a l'attachement. L'attachement, dans le fond, est représenté par les 2 petites insécurités que vous avez à côté, soit l'anxiété et l'évitement. C'est vraiment un ensemble de représentations qui vont se former dès notre enfance. C'est un peu notre façon de voir le monde et de se voir soi-même qui s'est construit dans les premières interactions avec nos parents. Alors, l'anxiété, c'est jusqu'à quel point je trouve que j'ai de la valeur et si j'en ai beaucoup, ben je doute de moi et j'ai peur de me faire abandonner. L'évitement, c'est plutôt une difficulté à faire confiance à autrui et à montrer sa vulnérabilité parce qu'on a appris dans la vie qu'on pouvait juste compter sur soi-même. Donc, si René ou Claude avaient beaucoup d'anxiété ou d'évitement, c'est un facteur de risque de vivre moins de satisfaction conjugale. Heureusement, bien, les 2, ils présentent des degrés assez faibles de ces 2 dimensions-là. Donc, quand on a une bonne sécurité d'attachement, ça nous protège et ça contribue à une meilleure satisfaction conjugale. Pourquoi? Bien, c'est un peu en partie à cause des 2 autres systèmes. Donc, il y a d'abord le système de soins, qu'ici, on va représenter là, par le soutien conjugal.
c'est vraiment le fait de demander et d'être capable de recevoir du soutien, que ce soit de l'aide concrète, là, changer une couche, que ce soit des conseils, de la validation ou du soutien émotionnel, là, de se sentir compris. Et le dernier système, ben, c'est le système de la sexualité qui peut inclure vraiment là, les émotions, les pratiques, les motivations, comme on voyait tout à l'heure, envers la sexualité. Et plus on a une bonne sécurité d'attachement, plus il y a des chances d'avoir autant là, un système de soins et de sexualité qui contribue positivement à notre satisfaction conjugale. Alors, une fois qu'on sait tout ça, comment ça se passe au quotidien pour René et Claude avec Minnie? Alors, c'est ce qu'on a tenté de savoir avec notre étude dans laquelle, depuis 2018, on a recruté des couples là, qui attendaient la venue d'un premier enfant. Donc, c'est l'étude Passage. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a recruté un échantillon de couples, mais aujourd'hui, je vous parle d'une partie de cet échantillon-là, donc de 195 couples, dont 7 couples de même sexe et genre. Ils sont âgés, là, vous voyez, en moyenne de 29 ans, en couple depuis à peu près 5 ans au moment de débuter l'étude, c'est-à-dire au 2e trimestre de grossesse. La grossesse était planifiée pour la majorité et plus de monde était en cohabitation que marié. Alors, on leur a demandé de répondre à des questionnaires lors du 2e trimestre de grossesse, puis après ça, à 4, 8 et 12 mois après l'arrivée de leur enfant. Mais à 4 mois, après les questionnaires, ils ont aussi rempli des journaux quotidiens pendant 14 jours. Alors, à tous les jours, ils devaient nous dire comment ils étaient satisfaits de leur relation aujourd'hui, comment ils étaient satisfaits de leur vie sexuelle aujourd'hui, est-ce qu'ils s'étaient sentis soutenus par leur partenaire dans la journée. Et nous, on avait en tête aussi quels étaient leurs degrés d'insécurité d'attachement avant l'arrivée de bébé. Alors, qu'est-ce qu'ont montré nos résultats? D'abord, le premier résultat a montré qu'au quotidien, bien, plus j'ai des insécurités d'attachement, donc anxiété ou évitement, moins ma satisfaction conjugale va être bonne au quotidien. Par contre, et c'est là que la sexualité intervient, plus je trouve que ma satisfaction sexuelle était bonne au quotidien, plus ma satisfaction conjugale et celle de mon partenaire est bonne. Donc, ça vient vraiment montrer comment la sexualité au quotidien, elle, contribue positivement au bien-être relationnel des couples. Et on a vraiment une grande majorité des gens qui, à 4 mois, avaient au moins une fois le repris des activités sexuelles, mais je peux être satisfait au quotidien sans avoir une fréquence sexuelle élevée. Et qu'est-ce qu'on a trouvé d'autre? C'est un effet protecteur de la satisfaction sexuelle au quotidien. Alors, pour les mamans, quand la maman disait avoir une autre satisfaction sexuelle au quotidien, bien, son évitement de l'intimité, une insécurité d'attachement, était plus lié à sa satisfaction conjugale au quotidien, alors que si elle était faiblement satisfaite, là, son évitement continuait d'exercer son rôle négatif sur sa satisfaction. On a trouvé une autre interaction chez les 2 parents. Alors, quand mon partenaire disait avoir une bonne satisfaction sexuelle, bien, ça venait atténuer, dans le fond, le lien entre son anxiété d'abandon puis ma satisfaction conjugale. Fait que, autrement dit, si je suis en couple avec quelqu'un qui est anxieux, mais qui est satisfait, ça va bien pour moi. Alors, il y avait vraiment un effet protecteur de la satisfaction sexuelle du partenaire là, dans ce contexte-là. Dernier résultat qu'on a trouvé, mais qui est aussi vraiment important, c'est par rapport au soutien. Alors, plus je perçois de soutien au quotidien, plus ma satisfaction conjugale est bonne. Et au-delà de ça, plus les partenaires qui n'ont pas porté l'enfant là, percevaient du soutien, plus la maman était satisfaite aussi. Ça, c'est ce qu'on appelle un effet partenaire. C'est-à-dire que moi, je reçois du soutien, puis l'autre partenaire est heureux de ça. Et ce qui importe aussi dans ces résultats-là, c'est que au-delà de l'attachement, le rôle du soutien était tellement important que quand on considère le fait d'être soutenu au quotidien, l'attachement n'était plus associé à ma satisfaction conjugale. Fait que ça venait vraiment protéger pour tout le monde l'effet là, potentiellement négatif des insécurités d'attachement. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir de ces résultats-là? Bien, premièrement, si vous avez gagné à la loterie de l'attachement, bien, vous êtes déjà très chanceux parce qu'il y a plus de chances que vous soyez heureux comme nouveaux parents. C'est eux qui sont toujours les parents là, les plus heureux. L'autre chose à retenir, c'est que maintenir une vie sexuelle satisfaisante, même si elle n'est pas nécessairement fréquente, ça va être associé à une meilleure satisfaction conjugale au quotidien. Puis ça vient même protéger des effets négatifs des insécurités d'attachement.
Le soutien conjugal est tout aussi important là, pour expliquer la satisfaction au quotidien pour les deux parents. Alors, son effet il est tellement fort, comme on a vu tout à l'heure, qu'il bat l'effet de l'attachement puis il vient vraiment nous protéger comme couple là, à l'arrivée d'un enfant. Fait que, ce qu'on peut retenir, si vous prévoyez avoir des enfants ou si vous en avez déjà, ben, c'est qu'apprendre à se soutenir, donc s'écouter, s'apporter de l'aide concrète, aller chercher une petite information sur Internet, offrir de faire la vaisselle, donc accompagner l'autre partenaire, c'est vraiment une compétence à développer dès maintenant, mais il ne faut pas négliger le soutien émotionnel aussi. Donc, d'écouter comment l'autre se sent sans nécessairement lui donner des solutions, ça peut aussi protéger là, notre satisfaction conjugale. Puis, finalement, partager ses attentes, ses limites, ses préférences en matière de sexualité, même quand on est des nouveaux parents, ben c'est toujours gagnant. Et c'est sûr qu'avec Mini, ben il va falloir trouver des petites façons de rendre ça plus créatif et peut-être de se prendre des rendez-vous pour avoir des relations sexuelles, mais c'est vraiment un facteur de protection pour rester heureux après l'arrivée d'un enfant. Merci. Oui. Dans le fond, moi, de ce que je comprends, là, cette dynamique-là, c'est vrai même si on n'a pas d'enfant. Ben oui. Je vais répéter la question. Le modèle que je vous ai présenté de l'attachement, du soutien, de la sexualité, c'est un modèle qui s'applique pas seulement aux couples qui ont des enfants. Là, nous, au laboratoire, c'est vraiment un modèle qu'on utilise souvent là, pour répondre à plusieurs questions. Donc, ça s'applique à toutes les personnes qu'il y a ici. Évidemment, les résultats que je vous présente ont été menés auprès de couples de nouveaux parents. Donc, ça vient montrer que ces variables-là qui jouent dans notre vie là, à toutes les personnes en couple, qu'on ait des enfants ou pas, ben elles sont vraiment aussi importantes pour comprendre l'ajustement, l'adaptation là, des parents qui accueillent un premier enfant. Oui. Mais c'est vrai aussi dans la vie des autres personnes, que l'attachement, c'est un facteur de protection, le soutien puis le bien-être sexuel. J'ai même lu une étude qui dit qu'être satisfait de sa fréquence des relations sexuelles, c'est même mieux qu'avoir une augmentation de salaire. Parce que ça maintient le bien-être à plus long terme. Merci beaucoup. Merci, Audrey. Donc, on passe maintenant à la dernière présentation de la soirée. La dernière, mais non la moindre. Donc, j'accueillerai maintenant Anne-Laurence Gagné, qui est étudiante au doctorat en psychologie de l'enfant, de l'adolescent et des parents à l'Université de Sherbrooke et qui vient, elle aussi, nous parler un peu là, des relations sexuelles et de la satisfaction sexuelle d'un couple une fois l'arrivée d'un bébé. Bonsoir, ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir et de vous présenter en primeur, vous êtes les premiers à les entendre, mes résultats de thèse. Alors, moi j'ai une question pour vous pour commencer. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, quand vous vous promenez sur vos réseaux sociaux ou que vous regardez une publicité, de voir des images comme celle-ci? Je vois quelques réactions, ouais. Ben, en tout cas, moi de mon côté, j'ai constaté qu'il y a un nombre quand même assez impressionnant d'images comme ça qui circulent autour de nous, sans nécessairement qu'on les sollicite. Puis ça, à force d'être exposé à des images comme celle-ci, ça peut créer... on peut internaliser des croyances par rapport à c'est quoi un corps idéal, puis ça peut même engendrer une certaine pression pour l'atteindre, ce corps idéal-là. Il faut que je replace mon micro. Oui, alors on peut commencer à se dire, bon, mais pour être désirable, même pour être accepté dans la société, il faut que j'ai un ventre plat, un corps musclé, un faible taux de gras, par exemple. Puis là, je vous dis ça parce que les nouveaux parents, ils ne sont pas épargnés de ces images-là, de ces messages-là qui circulent dans la société. Puis les nouveaux parents, c'est la population dont je vais vous parler ce soir. Il y a plein de comptes de fit moms ou fit dads, je ne sais pas si vous me comprenez, désolée pour l'anglicisme, mais qui vont créer du contenu pour montrer comment retrouver sa silhouette pré-grossesse, comment garder la forme pendant la période postpartum.
Puis la période postpartum, pour qu'on se comprenne tous bien, c'est la période qui suit la naissance d'un enfant. Puis c'est ça, la période postpartum, c'est une période quand même sensible pour le corps parce que comparativement à la grossesse, les changements corporels sont moins légitimés parce que pendant la grossesse, il y a un petit être qui se développe à l'intérieur du corps, c'est correct, c'est normal, c'est même bien de prendre du poids puis de voir le corps changer. Mais quand ce petit bébé-là est sorti, il n'y a plus de bons prétextes ou excuses pour dévier, puis là je mets des gros guillemets, là, pour dévier des standards de beauté, de minceur. Alors, ça peut quand même engendrer une pression là, pour atteindre ces standards-là. Là, je parle beaucoup des femmes qui ont vécu la grossesse, mais les partenaires de ces mamans-là aussi peuvent voir leur corps changer à travers la grossesse, la période postpartum, en raison de la fatigue, du stress lié à la transition à la parentalité. Alors là, vous comprendrez que des nouveaux parents qui tombent sur des images comme ça, c'est pas nécessairement aidant pour tous, et ça peut même engendrer des préoccupations par rapport au corps, qui peuvent même les suivre jusque dans leur chambre à coucher. Donc, pour vous aider un petit peu mieux comprendre ce phénomène-là, je vous propose une petite mise en contexte. Audrey, vous êtes déjà proposé l'exercice, là, réimaginez-vous que vous êtes un nouveau parent. Là, vous savez c'est quoi? Il est fatigué, il est quand même stressé, puis il n'a plus beaucoup de temps à consacrer à son couple. Puis quand il veut en consacrer, il faut qu'il les planifie ces moments-là. Mais là, imaginez, là, vous y êtes parvenu. Vous l'avez, là, votre date avec votre conjoint, votre conjointe. Vous avez tout mis en place pour que ça se déroule bien. Mais bon, vous réalisez, OK, ouais, je suis pas tant capable de profiter de ce moment-là. Il y a quand même des pensées qui déroulent dans ma tête qui font que je suis pas capable de me concentrer sur le moment présent. Puis ça peut être des pensées comme je me sens pas désirable, je me sens pas attirant ou attirante, j'ai peur que ma partenaire me trouve repoussant ou repoussante. Puis ça, ces pensées-là, ça correspond à des préoccupations par rapport à l'image corporelle. Fait que quand je vous parle de ce concept-là, je réfère à des pensées qui sont liées à l'écart qui existe quand la silhouette que j'ai réellement puis que la silhouette que j'aimerais avoir, quand il y a un écart entre ma silhouette souhaitée puis ma silhouette réelle. Désolée pour ma formulation. Donc, par exemple, une nouvelle maman pourrait être préoccupée par son corps parce qu'elle trouve que son ventre, qu'elle a réellement, il n'est pas aussi plat que celui qu'elle aimerait avoir. Puis pendant ma présentation, je vais vous parler de satisfaction sexuelle. Donc, on en a quand même beaucoup parlé pendant la soirée, mais tu sais, c'est à quel point une personne va être satisfaite ou satisfaite de sa sexualité. C'est un continuum, donc la satisfaction sexuelle, elle peut changer au cours de la semaine, même au cours des jours, selon l'état de la personne, puis les circonstances du quotidien. Donc, dans le cadre de ma thèse, moi, je me suis intéressée à la relation entre ces deux concepts-là, puis je me suis demandé, est-ce que se sentir préoccupé par son corps, ça peut jouer un rôle sur la satisfaction sexuelle des couples de nouveaux parents? Puis j'ai aussi voulu voir à quoi ça ressemblait à travers le temps. Donc, j'ai examiné la trajectoire de changement de la satisfaction sexuelle de ces couples-là, donc à 8, 12 puis 24 mois postpartum. Puis plus précisément, je me suis attardée aux liens sur moi-même, mais aussi aux liens sur mon partenaire. Fait que là, je me prends en exemple. Je me suis intéressée à savoir si mes propres préoccupations par rapport à mon image corporelle, ça pouvait jouer un rôle sur ma propre satisfaction sexuelle, mais aussi sur celle de mon partenaire et vice-versa. Puis Audrey vous en a parlé un petit peu tantôt. Moi aussi, mon échantillon provient du projet Passage. Donc, il y a 211 couples de nouveaux parents dans le cadre de mon étude à moi qui ont rempli des questionnaires. Donc, des personnes parents pour la première fois. Puis, à travers cet échantillon-là, il y avait 7 couples de même sexe, mais seulement des couples homosexuels féminins, parce que dans le cadre de l'étude, c'est important qu'au moins un des partenaires, pas au moins, là, qu'un des partenaires ait vécu l'expérience de la grossesse. Alors, sans plus attendre, je vous dévoile qu'est-ce qui est ressorti. Étonnamment, il n'y a pas de lien direct dans notre échantillon entre les préoccupations corporelles puis la satisfaction sexuelle, ni sur le plan individuel, ni sur l'autre partenaire. Fait que l'absence de lien ici, ça laisse présumer qu'il y a d'autres éléments qui peuvent venir jouer dans cette relation-là puis qui peuvent la moduler. Fait qu'on a décidé d'en inclure un autre dans notre modèle, un élément qui est important pour la vie des couples en général et particulièrement pour les nouveaux parents. Et c'est le soutien conjugal dont Audrey vous a parlé aussi un petit peu tantôt.
Donc, on a voulu voir, selon la perception de soutien que les nouveaux parents avaient, comment est-ce que ça pouvait venir la moduler, cette relation-là, entre les préoccupations par rapport à l'image corporelle puis la satisfaction sexuelle. Puis là, pour qu'on se comprenne bien, là, le soutien, c'est les formes d'aide que les couples peuvent se procurer. Donc, comme Audrey disait tantôt, ça peut aller de l'aide un petit peu plus concrète, plus pratique, comme mon partenaire va me reconduire à un rendez-vous, jusqu'à du soutien un petit peu plus proximal, émotionnel, qui serait le fait que mon partenaire prend le temps de m'écouter après ma journée de travail ou après ma présentation Bistrot au Brin. Donc, le premier résultat qui est ressorti quand on a intégré le soutien à notre modèle, ça se passe à 8 mois postpartum. Lorsque les couples se sentaient plus soutenus, ils se sentaient aussi plus satisfaits de leur sexualité. En revanche, on n'a pas trouvé de lien entre le soutien puis la trajectoire de changement de la satisfaction sexuelle. Ça se passait vraiment à 8 mois postpartum pour ce lien-là. On a aussi observé que quand les partenaires, là je fais référence aux parents qui n'ont pas porté l'enfant, percevaient recevoir peu ou pas du tout de soutien, il n'y avait rien qui se passait entre ses préoccupations corporelles puis sa satisfaction sexuelle. Mais quand les partenaires étaient préoccupés par leur corps, ils rapportaient se sentir moins satisfaits de leur sexualité, mais uniquement quand ils reçoivent beaucoup de soutien. Donc ça, on a été vraiment étonnés par ce résultat-là. C'est en fait contraire à ce à quoi on s'attendait. Donc c'est comme si ici, le soutien conjugal, il venait amplifier le rôle des préoccupations corporelles sur la satisfaction sexuelle des partenaires. Donc on peut se dire que quand les partenaires, ils se sentent plus préoccupés par leur corps, ils se sentent probablement moins désirables aux yeux de leur partenaire. Puis à ce moment-là, on peut se demander, est-ce qu'il y aurait peut-être plus besoin de rapprochement physique plutôt que des marques de soutien pour se sentir mieux dans leur corps et conséquemment se sentir plus satisfait sexuellement? C'est une piste. On se demande aussi, est-ce que le fait de recevoir beaucoup de soutien pour un partenaire, ça puisse le faire sentir peut-être inadéquat, autant dans son rôle de parent que dans son rôle de partenaire amoureux. Si la personne adhère beaucoup aux stéréotypes de genre ou au rôle plus traditionnel de genre, ça peut peut-être venir jouer un petit peu sur son ego là, de recevoir beaucoup de soutien puis sur son image. Ensuite, le prochain résultat que je vous le présente en 3 temps. Donc, la première chose qui est importante de savoir, c'est qu'on a observé chez nos couples de nouveaux parents que leur satisfaction sexuelle diminuait à travers le temps, donc de 8 à 24 mois postpartum. En gardant ça en tête, on a observé que quand les mamans, donc les mères qui ont porté l'enfant, percevaient recevoir peu ou pas de soutien, leurs propres préoccupations corporelles, elles n'étaient pas associées à cette diminution de satisfaction sexuelle à travers le temps. Mais quand elles percevaient recevoir beaucoup de soutien, à ce moment-là, leurs préoccupations par rapport à leur image corporelle étaient associées à une moindre diminution de la satisfaction sexuelle de leur partenaire. Là, c'est quand même complexe ici. Ce qu'on peut en retenir, c'est que le soutien ici, ça semble jouer un rôle protecteur en apaisant les préoccupations corporelles de la maman. Ça la dispose peut-être davantage à avoir des activités, des rapports sexuels avec son partenaire. Puis ça pourrait conséquemment le rendre plus satisfait pas plus satisfait de sa sexualité, mais le protéger de décliner trop rapidement là, au niveau de la satisfaction sexuelle. Par contre, on n'a pas trouvé de lien pour la maman là, au niveau de sa satisfaction sexuelle. Donc, on peut penser qu'il y a peut-être d'autres éléments liés à la parentalité, comme la fatigue ou la charge mentale, qui pourraient faire en sorte que le soutien n'est pas suffisant pour les protéger de cette diminution de satisfaction sexuelle à travers le temps. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ça? Dans ce contexte-ci, le soutien, il semble plus important que les préoccupations par rapport à l'image corporelle pour mieux comprendre la satisfaction sexuelle des nouveaux parents, bien qu'il semble un petit peu plus bénéfique pour les mères que pour leurs partenaires.
Puis ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que c'est important de communiquer à propos de la sexualité. Oui, je parle des nouveaux parents, mais c'est important pour tout le monde, je crois, pour éviter qu'un des deux partenaires ou les deux partenaires pense que c'est ça, croit que c'est leur apparence qui affecte négativement leur vie sexuelle, alors qu'il y a plein d'autres éléments liés à la transition de la parentalité qui pourraient venir jouer un rôle sur la vie sexuelle, justement. J'en ai parlé un petit peu, la fatigue, la charge mentale, l'allaitement, les douleurs sexuelles, etc. Donc, c'est ce qui m'a fait ma présentation. Je vous remercie. Puis, si vous avez des questions, je vous réponds. Au niveau de quoi, pardon? Oui. Oui, non. La fréquence des relations sexuelles? Non, moi, j'ai pas regardé ça dans mon étude, malheureusement. Mais on dirait que je suis pas certaine de bien comprendre la question. Si la fréquence avait un lien avec quoi? J'aurais de la difficulté à vous répondre. Puis on n'a pas regardé, en fait, le lien entre image puis soutien. Si je prends les termes vraiment techniques, là, on a fait une interaction entre les deux. On les a comme combinés, image, soutien, puis on a vu, puis on a regardé c'est quoi l'effet sur la satisfaction sexuelle quand on combine les deux. Fait qu'on n'a pas regardé le lien image-soutien précisément. Ouais. Donc, merci. C'est donc la fin de notre soirée. Je voudrais... Merci d'être triste, là, quand même. Je voudrais premièrement prendre le temps de vous remercier, vous, cher public. On est 153 ce soir. C'est ça le comble, je dirais. Je voudrais ensuite, encore une fois, remercier nos 4 présentatrices qui se sont prêtées au jeu de venir nous vulgariser la science et nous en apprendre un peu plus sur la sexualité. Ben oui. On les applaudit. Je voudrais aussi prendre le temps de remercier tous les bénévoles de l'équipe Bistro Brain. Donc, on avait Anaëve et Loïc à l'accueil, Laurie et Patricia à la captation vidéo et Maude au tournage d'une capsule vidéo aujourd'hui. Puis, on a Alexis qui est toujours présent. Donc, on remercie tous les bénévoles. Sans vous, finalement, ces événements-là n'auraient pas lieu. On tient encore un peu, là, il me reste du monde à remercier quand même. On veut remercier le BOC de nous accueillir encore une fois à chacun de nos événements Bistro Brain. Donc ce soir, on avait Laurence et Andy au service, on avait Jonathan comme boss boy et David et Shani à la cuisine, ainsi que Charlie à la technique. Donc merci à vous de nous accueillir. Je vais encore une fois prendre le temps de remercier nos commanditaires pour la soirée. Donc, on avait le vice-rectorat à la recherche et aux études supérieures de l'Université de Sherbrooke, la GEG, la FEUS, le SAREUS, le REMDUS, la GES, le Musée de la nature et des sciences de Sherbrooke et Eros et compagnie. Je voudrais aussi remercier nos collaborateurs, donc le Labo Nous, l'équipe Scoop et le Cripcast. Donc, on peut applaudir tous ces commanditaires et collaborateurs.